Je m'appelle Maud Lacour, je suis alternante à BSC Numérique et on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du mois du numérique en partenariat avec la FFB Bourgogne-Franche-Comté et le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté aussi. Du coup, comme je l'ai dit, le webinaire est sur le stockage des données avec aujourd'hui notre intervenant Nicolas Young. Désolée si la prononciation n'est pas bien. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez lui poser dans le chat ou y répondre. Et par titre informatif, le webinaire est filmé, donc si vous ne voulez pas montrer votre visage, vous pouvez très bien enlever votre caméra. Voilà, je laisse la parole du coup à Nicolas. Merci Maud. Alors, hop. Normalement, tout le monde voit mon écran. Bonjour à tous. Sur ce webinaire, on va échanger sur le stockage des données, principalement sur les enjeux et solutions de manière générale sur les données. Dans un premier temps, je vais me présenter un petit peu. Donc, Nicolas Young, je suis responsable des systèmes d'information de la société Trinaps et de la société Extendo. Donc, Trinaps, on est un opérateur de télécommunications présent en Bourgogne-Franche-Comté qui offre des services de connectivité pour les entreprises, des services de téléphonie, une certaine expertise sur le déploiement de réseaux Wi-Fi et on a aussi une capacité d'hébergement de données. On est notamment certifié donc ISO 27001, c'est une norme de référence sur la manière de gérer la sécurité dans un système d'information. Et on est également hébergeur de données de santé. Et depuis peu, on est en train de développer une activité de cybersécurité et on a historiquement une activité d'événementiel où on supporte par exemple pas mal de festivals en Bourgogne-Franche-Comté, comme par exemple au niveau local sur Belfort, les Eurocaines. Il y a quelques années, on a également fondé une filiale data center qui s'appelle Extendo Data Center, qui est basée donc à Belfort. Le but d'un data center, c'est d'aller retrouver différents services qui vont permettre d'assurer la continuité d'un système d'information. Ce n'est pas le propos aujourd'hui, donc je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails. Si vous avez besoin de plus d'informations, on pourra échanger. Alors, avant d'aborder les solutions de stockage, ce que je vous propose, c'est déjà d'aborder les enjeux de la donnée. Déjà, les données, on va les trouver sur différentes formes. En fait, on le sait à peu près tous, tout ce qu'on a sur nos ordinateurs, sur tout ce qu'on utilise de manière numérique, ce sont des données. Elles sont partout, c'est ce qu'on appelle des fois communément les ressources informatiques. On en a dans nos locaux, on en a à l'extérieur de nos locaux. Et bien souvent, on voit qu'une seule partie des données. On voit par exemple les fichiers qu'on utilise, la page web qu'on utilise pour manipuler ces données. Mais derrière, des fois, il y a tout un océan de choses, de données qu'on ne voit pas forcément et qui ont également leur importance. Les données, on va les retrouver dans différents états, suivant les endroits. Et la première chose, comme on l'a vu, c'est les données invisibles. Les données invisibles, le premier enjeu, ça va être de les identifier pour pouvoir justement les traiter, les utiliser. Les données qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas conscience qu'on a, on va avoir du mal à les utiliser, à les exploiter et à leur donner une valeur. Ensuite, on a des fois des données brutes qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. Par exemple, je pourrais avoir un plan, tout simplement, si je le reprends, où j'ai que les dimensions. Et ben, pour se rendre compte des dimensions, des fois, j'aurai besoin d'une visualisation pour voir ce que ça veut dire dans l'espace. Et ensuite, on va avoir les données, tout ce qui est données ordonnées, et là, d'un coup, on peut les exploiter. Si je reprends un peu cette explication, c'est, imaginons qu'on a une pile de documents papier où on a des devis, des factures, des différents documents, et que je les mets dans une pile que je mélange par terre. Et je dois retrouver, je ne sais pas, par exemple, une facture. On sent bien que ça devient assez compliqué. Donc les données, en première étape, on va les classer. On va les classer, par exemple, je vais faire une pile avec les devis, une pile avec les factures, une pile avec les autres documents. Ensuite, c'est moins pratique, je vais essayer de retrouver le devis que j'ai fait il y a 3 jours. Mince, ma pile n'est pas ordonnée, je ne sais pas franchement où elles sont. Donc je vais arranger ces données, je vais prendre ma pile de papier et je vais la trier par ordre croissant de date, par exemple. Et une fois que c'est fait, en fait, on se rend compte qu'on a des données qui sont visibles, claires, parce qu'on sait généralement ce que contient une facture, on a l'habitude, c'est expliqué, et en plus, elles sont arrangées, donc on peut facilement les utiliser. Ensuite, il y a les données, elles peuvent, comme on l'a vu en intro, être à différents endroits. On pense assez naturellement aux fichiers, mais derrière, il y a tout ce qui est base de données qui supporte nos applications. Les logiciels de gestion, type ERP, type logiciel métier, ils manipulent les données et certaines n'en ont pas conscience. Tout ce qui est outils collaboratifs, mail, projet, édition de documents en ligne.
Et on peut également retrouver ces données dans les véhicules et équipements. De plus en plus, on va retrouver des véhicules, surtout dans le monde professionnel, qui sont équipés de capteurs connectés qu'on peut exploiter à distance. Là, on le voit surtout dans l'industrie. Ou par exemple, tout ce qui est chaîne d'assemblage, si je prends l'exemple par exemple de chez Stellantis à Sochaux, où tout élément de la chaîne de production de voitures est vraiment instrumenté, connecté pour remonter des informations. Et donc, ils contiennent également du coup des données. Physiquement, du coup, on le sent, c'est soit on a les données dans notre entreprise, sur nos ordinateurs, sur nos serveurs, dans les téléphones portables, dans les tablettes, ou dans les machines industrielles, comme je l'ai dit juste avant. Mais il y a également un certain nombre de données qu'on va avoir plus de mal à identifier, qui sont chez des tiers, qui sont dans le cloud. Donc, le cloud, si je définis le cloud à ma manière, c'est juste le principe d'utiliser des ordinateurs de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, si je vais déposer, comme exemple, des fichiers sur Google Drive, en réalité, je vais déposer ça sur un serveur de Google qui me donne les fichiers via l'application Google. Des fois, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que sur un fournisseur, soit c'est le fournisseur directement, lui, qui va avoir la donnée chez lui, ou lui-même qui va faire appel à un fournisseur. On peut avoir des données du coup en data center, mais pas que. On peut avoir des données sur des serveurs dédiés ou virtuels, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais il y a une vraie question à se poser sur que fait en fait ces partenaires du moment qu'on n'a plus les données chez nous. Et c'est souvent des problématiques qu'on voit chez nos clients et les questions qu'ils nous posent en fait. C'est d'accord, si je mets les données chez vous, quelle maîtrise j'ai dessus, qu'est-ce que vous en faites, etc. Donc on sent bien que le côté physique, il est assez crucial sur la donnée, suivant ce qu'on met. Parce que quand elle est dans notre entreprise, c'est assez palpable. Du moment qu'on la confie à un tiers, qu'on la met dans le cloud ou à un tiers, on a tout un tas de questions qui se soulèvent. Est-ce que vous avez des questions déjà sur l'introduction, sur la donnée, sur un peu qu'est-ce qu'on entend par donnée, les différentes choses qu'on peut retrouver derrière? Moi, j'ai une question, Nicolas. Est-ce que vous pourriez préciser ce que c'est qu'une donnée invisible? Oui, s'il vous bien plaît. sûr. Une donnée invisible, ça va être une donnée où on ne va pas naturellement la voir. Concrètement, par exemple, quel exemple je peux prendre par exemple, un fichier Excel. On connaît tous le fichier Excel en question. Mais ce fichier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il contient à l'intérieur des données qu'on ne voit pas forcément. Mais ça peut être autre chose. Par exemple, dans les données invisibles, on a bien souvent les bases de données. Parce qu'on est habitué, par exemple, si vous avez un logiciel de gestion, ce logiciel de gestion vous montre vos commandes, vos devis, vos factures. Mais on ne sait pas réellement où sont réellement ces données. On sait qu'on les a, mais on ne sait pas tout ce qui stocke. On a juste une vue partielle. Et vraiment, les données invisibles, c'est vraiment tout ce qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas conscience. Ça peut être, oui, ça peut être par exemple, j'imagine aussi des données issues d'un logiciel de traitement de la paye. Par exemple. Ouais, où on va retirer des choses de, je sais pas, du numéro de sécurité sociale, en fait, par exemple, d'un salarié. Et le son âge, en déduire son âge, par exemple, enfin des choses comme ça. Alors, déduire son âge à partir d'un numéro de sécurité sociale, c'est un traitement qu'on fait sur une donnée. C'est pas tant une donnée invisible, c'est parce qu'en fait, on peut la calculer. Donc en fait, là-dessus, du coup, généralement, on la stocke pas. Mais indirectement, c'est une donnée invisible, parce que si on n'en a pas conscience, ça en devient une de fait. Ok. Merci beaucoup. Si on aborde un peu les risques et les enjeux, pour pouvoir choisir une solution, et on rentrera un peu plus dans les détails de stockage de données, il faut déjà se poser la question, du coup, à quel point j'ai besoin de ma donnée. On se rend tous compte que les données, ça devient des actifs de notre entreprise. C'est des vrais enjeux, c'est des vrais avantages. Et on est tous plus ou moins sensibles au fait que s'il arrive quelque chose à nos données aujourd'hui, ça peut nuire à notre activité. Une indisponibilité, une altération, une perte, ça peut vraiment nuire à l'activité. Et ça peut avoir des causes diverses et variées. Il y a plusieurs moyens de s'en prémunir, qu'on va un peu voir au fil de la présentation. Surtout, ce sera vraiment orienté sur le stockage. Mais tous à notre manière, on se pose la question de qu'est-ce qui arrive à nos données. Est-ce que je peux continuer à travailler? S'il arrivait quelque chose à mes données, comment est-ce que je peux reprendre le travail? C'est ce qu'on entend par PCA, plan de continuité d'activité, c'est quels moyens je mets en place pour continuer mon activité. Mais ça, on le fait tous un peu nous-mêmes. Par exemple, je sais que j'ai un fichier important sur mon ordinateur perso, par exemple, je peux peut-être le copier sur un disque dur à côté. Et bien ça, en soi, c'est déjà un exemple de PCA PA. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur ces aspects-là.
Et pour mettre en place des moyens de protection, à chaque fois, il faut quand même un certain engagement de la direction, dans le sens où c'est des mesures qui vont nécessiter donc la mise en place de règles, mais également de moyens pour protéger la donnée. Mais ça, à chaque fois, c'est pas de manière déraisonnable, c'est en fonction de la criticité. Chez TriNaps, la criticité, comment est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on doit protéger une donnée? On va travailler sur trois lettres, DICT, et c'est pas la déclaration d'intention de commencement de travaux. C'est vraiment 4 lettres pour dire disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. On le sent tous, quand on prend une donnée, il y en a certaines, on va avoir, si on n'y a pas accès pendant un certain temps, c'est pas très grave. On a besoin d'y avoir accès à terme, mais c'est pas très grave. C'est le critère qu'on va retrouver derrière le D. L'intégrité, ça va être, j'ai besoin que la donnée que ma donnée, elle soit intègre, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été altérée de manière involontaire ou malveillante. Pareil, à nouveau, il y a des éléments où on se dit, bon, s'ils ont été modifiés, c'est pas très grave. Il y en a d'autres, on se dit, s'ils ont été modifiés, je peux avoir des ennuis. Et après, c'est la même réflexion pour la confidentialité et la traçabilité. Ah, j'ai un petit problème d'affichage. Bon, je vais passer très rapidement, mais en fait sur chaque donnée, on peut se poser la question de manière macro ou micro. Par exemple, je peux dire, est-ce que les données de paye, par exemple, quelle est cette matrice DICT? La paye, moi, généralement, en fin de mois, j'ai besoin qu'elle soit disponible. Peut-être 3. Je vais mettre un critère de 3. Est-ce que j'ai besoin qu'elle soit intègre? Oui, parce que si y a des modifications non prévues sur la paye, moi, ça a des conséquences. Je risque de payer des intérêts légaux. Enfin, il y a plein de choses. Quel est le critère de confidentialité? En fait, on se pose la question et à la fin, on prend le critère le plus haut qu'on a mis sur les 4 et ça nous donne un indicateur de l'importance de ces données pour nous. Et à partir de là, on sait comment prioriser les moyens humains et matériels, on va dire, sur la protection de cette donnée et sur son stockage. Désolé pour le problème d'affichage, j'espère que c'est quand même clair sans. Est-ce que déjà, sur cette manière de juger si une donnée est critique ou non, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Bon, et là, je vais du coup un peu continuer. Si je rentre dans le détail, sur la disponibilité, c'est souvent la chose où on ressent plus vite l'enjeu. C'est que quand quelqu'un travaille, si je me projette, je risque de faire des erreurs. Imaginons que je suis sur un chantier, j'ai besoin de donner des indications, coordonner les équipes, par exemple. J'ai besoin d'avoir le plan. Et si je suis sur le chantier, je n'ai pas le plan, je ne vais pas pouvoir donner d'instructions aux équipes. Et donc, c'est-à-dire que là, le fait que la donnée ne soit pas disponible, je vais payer des personnes à potentiellement ne pas travailler. Donc, c'est de la perte sèche en termes d'argent et ça peut avoir des conséquences si ça dure, par exemple, un problème de disponibilité. Si ça dure pendant plusieurs jours, voire semaines, voire mois, j'espère pas, mais ça peut complètement avoir des conséquences financières, même directes, assez désastreuses. Et souvent, la disponibilité, c'est ce qu'on pense, mais il y en a d'autres qui sont aussi importantes, telles que la confidentialité. C'est un sujet clé en entreprise parce qu'on se rend compte qu'on a des données qu'on ne veut pas que tout le monde ait accès, ne serait-ce qu'au sein de l'entreprise. Bon, par exemple, je ne veux pas spécialement que tous les salariés aient accès au dossier de paye de tout le monde. Je ne veux pas spécialement que mes salariés puissent avoir accès à n'importe quel dossier, sachant que peut-être qu'avec certains clients, j'ai des accords de confidentialité. Peut-être qu'il y a toute une notion de confidentialité, que ce soit en interne ou en externe. De plus, depuis la mise en place du Règlement général de la protection des données, RGPD, on a une obligation légale de protéger dès la conception de nos systèmes, à tout niveau, que ce soit de l'organisation à la technique, les données à caractère personnel. C'est-à-dire que si malheureusement vous avez un incident qui amène à une fuite de données, la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, va très certainement vous demander qu'est-ce qui était en place pour protéger le nom, le prénom, le numéro de téléphone de différents contacts. Et généralement, si vous avez prévenu la CNIL vous-même, elle va pas être dans la répression, elle va plutôt être dans les conseils, mais elle va quand même vous demander des comptes sur cet aspect-là de quel mécanisme de protection il y avait en place. Et si, par exemple, la réponse est moi, les données de mes clients, elles sont ouvertes sur Internet et n'importe qui peut y avoir accès, ça peut avoir des conséquences. Donc c'est une obligation légale qu'il y a d'imposer la confidentialité. Et de plus, des données non protégées où on n'a pas géré la confidentialité de la donnée, elle peut se retrouver volée ou compromise. Suivant les filières, c'est extrêmement valable dans l'industrie.
il y a énormément, alors officiellement, il n'y a personne, officieusement, il y en a beaucoup qui cherchent à rentrer dans le système d'information des concurrents, et ça de toute taille, hein. Là-dessus, nous, on a déjà accompagné des clients de taille, enfin, de la taille d'une PME, qui se sont vus attaquer directement, ciblés, et on suppose par un concurrent. On n'a aucune preuve de ça, mais c'est une supposition. Et ça, pour différentes raisons. On peut imaginer, si on se projette, est-ce que c'était pour juste mettre à mal la société, la faire s'arrêter? Est-ce que c'était pour récupérer des données spécifiques afin de, je ne sais pas, par exemple, mieux se positionner sur un appel d'offres, ou même mieux se positionner sur une affaire, pouvoir démonter éventuellement il y a plein de raisons qu'on peut imaginer si on commence à aller dans les théories diverses et variées, mais c'est malheureusement une réalité qu'on peut voir. Ensuite, il y a deux aspects que je regroupe en un, c'est l'intégrité et la traçabilité. L'intégrité, on veut que quand on exploite une donnée, par exemple un plan, qu'il soit tel que communiqué par le client. Si par exemple, je veux en être sûr, parce que derrière ça peut avoir de très graves conséquences, si ça a été modifié arbitrairement par un tiers qui n'avait pas vocation à le faire. L'intégrité, c'est vraiment, on veut que la donnée, elle soit cohérente et exacte par rapport à ce qu'on attend. Et ça, c'est souvent le plus gros enjeu dans les entreprises de taille intermédiaire, c'est que la donnée, on la retrouve sur toutes ses formes. On la retrouve des fois pas formatée, plusieurs manières d'écrire un numéro de téléphone, plusieurs manières. Et du coup, on ne sait pas forcément si la donnée est correcte. Pourtant, c'est bien un enjeu parce qu'on se rend bien compte que si on travaille sur une donnée qui est incorrecte, on va faire des erreurs qui peuvent avoir des conséquences financières assez fortes. Ensuite, on va voir de la traçabilité. Historiquement, l'humanité a toujours voulu avoir de la traçabilité, en tout cas dans les affaires, parce qu'on veut pouvoir prouver que telle ou telle personne a pris un engagement vis-à-vis de nous. Et en fait, la signature d'un devis, c'est un acte de traçabilité sur la donnée. Et en fait, on sent bien que tout notre système de droit se base sur la traçabilité, parce que pourquoi on travaille beaucoup avec les écrits en judiciaire? Parce qu'on sait qui a fait quoi quand. On sait qui a dit quoi quand, surtout. Et c'est là-dessus l'enjeu de la traçabilité. Et en évoquant un peu la partie judiciaire, on se rend bien compte que tout ce qui est contrat, tout ce qui est devis, tout ce qui est facture maintenant, on doit pouvoir prouver qu'est-ce qui a été fait avec ces données, comment, quand, pour pouvoir faire valoir nos droits, et également aussi pour, ne serait-ce que pour l'optimisation interne, savoir comment identifier les moments où il y a eu des problèmes pour pouvoir les résoudre ou améliorer. Donc, si je résume un peu les enjeux, on va avoir les enjeux de disponibilité qui sont ceux qui ont des conséquences assez rapides financières. La confidentialité qui dépend en fait des enjeux de chacun, mais qui sont à minima essentiels sur les données à caractère personnel. L'intégrité, où une erreur peut vite avoir des conséquences, des grosses conséquences financières, et la traçabilité pour faire valoir vos droits. De manière générale, ces quatre enjeux, et travailler dessus, c'est plus qu'un sujet de données, c'est un sujet carrément d'organisation d'entreprise, d'où le fait que je disais que pour tout ce qui est gestion de la donnée, il y a besoin d'avoir un soutien de la direction. Parce que une bonne gestion de la donnée facilite le travail. On le sent tous. Si on travaille à plusieurs et qu'il y en a un qui travaille sur, je sais pas, un devis et que derrière, la personne qui reprend en facturation n'est pas la même, si les données sont correctement saisies et les outils correctement utilisés, eh ben, ça facilite la gestion. Il n'y a pas besoin d'aller appeler la personne qui a fait le devis en mode « du coup, je dois facturer quoi ?» En fait, c'est quoi l'histoire qu'il y a là-dedans? Et donc là, on le sent assez bien que c'est un sujet qui est assez crucial dans nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'il en va de notre rentabilité, notre efficacité. Et également, l'application de bonnes pratiques, aujourd'hui, ça commence à être un élément différenciant pour plusieurs raisons. Donc, en tout cas, à ma connaissance, il y a de plus en plus d'appels d'offres qui rajoutent des contraintes cyber aux entreprises de tout type. Pas forcément que les entreprises en informatique. Justement, où, si je prends l'exemple d'un autre client, ils font du calcul pour l'industrie de fluides, etc. Et leurs gros clients et les appels d'offres, maintenant, leur demandent de prouver, de garantir que, comment est-ce que vous prouvez que les données sur lesquelles vous avez travaillé, vous n'allez pas avoir de risque qu'elles soient divulguées qu'elles soient divulguées. Comment est-ce que vous pouvez me garantir que dans 3 ans, si je vous appelle et que j'ai encore besoin des données de calcul, vous les ayez toujours? Et ça, là, le cas que je vous parle, c'est des exigences d'un client suffisamment gros, multinational pour le coup, à une entreprise quand même une PME de 12 salariés. C'est quand même des exigences qui sont assez fortes. Et dans les appels d'offres
qu'on voit passer, donc, nous, de notre côté, on voit maintenant apparaître de plus en plus de critères de notation basés sur les mesures mises en place par l'entreprise pour protéger les données. Parce que les administrations ont des enjeux, on leur demande aujourd'hui de gérer la confidentialité de leurs données, d'améliorer les choses. Avec le plan France Relance, notamment, la plupart des collectivités ont eu le droit à des audits de la part de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, où ils ont eu un grand nombre de recommandations. Et on en voit déjà les traces. On voit des appels d'offres où, d'un coup, avant, pour les mêmes marchés, on se retrouve avec des critères de sécurité des systèmes d'information, de comment est-ce que vous me garantissez que mon système d'information sera toujours disponible, les données que je vous ai confiées. Comment est-ce que vous les protégez? Comment est-ce que vous faites en sorte que ce que vous me fournissez, ce soit correctement et que ce n'ait pas été modifié? Bref, tout un enjeu qui commence en fait à prendre de plus en plus d'ampleur. Et on sent que ça peut être un avantage concurrentiel si je reprends juste les appels d'offres. Parce que si vous avez déjà des bonnes pratiques en place, que vous arrivez à valoriser dans les mémoires, eh ben, très certainement, vous aurez une meilleure note que vos concurrents. Et c'est avant tout aussi un enjeu purement égoïste, on va dire ça comme ça. C'est que moi, en tant que responsable des systèmes d'information de Trinas, je veux que Trinas puisse continuer à travailler quoi qu'il arrive. Et je veux que nos clients puissent avoir confiance en nous sur la sécurité de la donnée. Et donc les mesures qu'on met en place, c'est avant tout pour protéger nos données pour nous, pour pouvoir continuer à travailler. Et en fait, ça, c'est le même enjeu pour toutes les entreprises au final. Est-ce que vous avez des questions sur les enjeux? Très bien. On va parler du coup un peu de méthodologie. Et après, comment est-ce qu'on choisit une solution de stockage? Et ben, on va reprendre 3 étapes. Identifier les données critiques, parce qu'en fonction, ça va aiguiller notre choix. Parce que chaque solution, on va le voir, a des avantages, des inconvénients. Et comme on l'a vu, la solution de stockage ne sera pas la solution ultime pour se protéger, pour être efficace. C'est une brique parmi tout un écosystème. Il faut savoir où sont ces données, parce que des fois, elles ont des localisations qui sont spécifiques et qui ont leur raison d'être là-bas. Donc, la solution de stockage doit pouvoir s'y adapter. Et il faut avoir conscience des menaces à mettre en corrélation, bien sûr, avec le risque. On va rentrer un peu dans les détails. Donc, identifier les données critiques. Donc, on a un peu parlé de la méthodologie en introduction. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut déjà les identifier. Et une fois qu'on a un peu une idée des grandes familles, des grandes priorités qu'on a, on va pouvoir les classer en 3 niveaux en résumant, faible sensibilité, moyenne et élevée. En fonction, on va ensuite se poser la question de où est-ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont dans une base de données, dans un logiciel métier, dans un outil collaboratif? Ou est-ce qu'elles sont, après si je pousse un peu la réflexion plus loin, est-ce qu'elles sont dans mon entreprise? Est-ce qu'elles sont chez un fournisseur? Est-ce qu'elles sont... La localisation de la donnée, elle est généralement induite par l'intégration de la donnée. Donc là, si je rentre un peu dans les détails, c'est-à-dire que vous avez déjà vu, vous avez des interactions entre plusieurs logiciels. Vous avez déjà dû le sentir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration. La capacité à deux logiciels à communiquer, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Et des fois, on met des données à un endroit, justement, pour pouvoir exploiter les mécanismes qu'on pourrait avoir d'intégration des logiciels. Et globalement, savoir où est sa donnée, ça permet globalement une meilleure gestion. En tout cas, moi, c'est mon sentiment dans le sens où c'est plus facile de réfléchir avec des éléments qu'on sait visualiser, qu'on sait se représenter, plutôt que des choses qu'on n'a aucune idée de ce que c'est et où. Si je prends une métaphore, si je sais que ma maison est au bord d'une rivière, je vais plus facilement penser au fait que ma maison peut être inondée que si on me dit que ma maison elle est en France. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a la criticité de la donnée, on sait où elle est. Et après, il y a un petit jeu à faire, c'est quelles sont ces menaces. Les menaces, on va retrouver diverses et variées. Ce n'est pas le propos de cette présentation, mais ça va induire ce qu'on veut protéger. Parce que du coup, on va mettre en corrélation la criticité de la donnée et ce qui la menace. Et en faisant ça, on va pouvoir trouver la bonne solution. Par exemple, j'ai mes données de paye, c'est hyper critique. C'est vraiment hyper critique, sensibilité élevée. Et qu'est-ce qui peut menacer des données de paye? Alors, on peut avoir les attaques par rançon logiciel, donc un logiciel qui a pour but de chiffrer les données de toute votre entreprise et de les rendre du coup inaccessibles. Ce serait dommage, je ne pourrais pas faire la paye. Du coup, je risque d'avoir des problématiques derrière avec mes collaborateurs.
Je veux pas forcément aussi que les données de paye, si je pose dessus, elles soient diffusées au sein de l'entreprise de manière libre, parce que ça peut créer des conflits entre les personnes qui nuiraient à la productivité. Tout simplement, elles pourraient se retrouver sur Internet. Et là, je tombe sur le coup des données à caractère personnel, parce qu'un numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, email, nom, prénom de la personne sur Internet, eh ben, c'est des données à caractère personnel. Voilà. Si je pousse un peu, voilà, c'est un peu ce jeu-là qu'il faut faire, c'est ma donnée critique, c'est quoi? Et on se concentre en premier lieu sur la donnée critique, et qu'est-ce qui peut la menacer? Et ensuite, c'est à partir de là, une fois qu'on a conscience de ça, qu'on peut juger des solutions de stockage. Et après, bien sûr, c'est des compromis. On le sent tous, on peut imaginer des scénarios, mais ils sont tous plus ou moins probables. Prendre un incendie dans mes bureaux, mais la probabilité que ça arrive, elle est ultra faible. Donc, est-ce que je vais vouloir me prémunir d'un incendie, que mes solutions de stockage soient prémunies contre un incendie? La réponse, ça dépend de chacun. Généralement, la réponse est oui quand même pour ça. Mais on le sent tous. Enfin, sinon, on part dans des extrêmes et on a tous la même sécurité de la NASA. Voilà. Ensuite, si je rentre un peu dans le détail des solutions avec la dynamique qu'on a vue, je vais commencer par les solutions cloud internationales. Vous les connaissez sûrement. On va retrouver Dropbox, OneDrive, Google Drive, souvent quelque chose Drive. Et si on revient à la réflexion qu'on a eue, eh ben, en avantage, il y a peu de chances de perdre des données. C'est des gros acteurs qui ont beaucoup de serveurs, qui ont beaucoup de salariés, qui ont beaucoup de ressources pour garantir la disponibilité. Et vu que c'est des grosses entreprises, généralement les données sont à plusieurs endroits, donc ils ne sont pas sensibles aux incendies, ils ne sont pas sensibles à différentes choses. Et en plus, leur taille leur permet de fournir un grand nombre de fonctionnalités autour des données. Par exemple, on peut retrouver des solutions qui font de la gestion de version. Donc si on revient aux problématiques d'intégrité de données, on peut remonter en arrière pour voir les modifications qui ont été faites. Il y en a certaines qui fournissent des fonctionnalités de traçabilité, où on va pouvoir savoir qui a fait quoi quand. Donc voilà, ça c'est un de leurs avantages. Et surtout, c'est des solutions, comme elles sont pensées pour être accessibles par Internet, elles sont accessibles partout et avec quasiment tout. Aujourd'hui, je connais toutes les solutions que je connais, on peut les avoir sur les ordinateurs, sur les téléphones, sur les tablettes, n'importe où on y a accès. Donc ça, c'est vraiment une de leurs forces. Par contre, en inconvénient, vu que c'est surtout lié à leur taille, en fait, vu que c'est des très grandes entreprises, généralement, en plus, pour éviter d'avoir des responsabilités pénales, dans les conditions contractuelles, se dédouanent de toute perte de données, il faut le savoir. Et donc, on n'a aucune garantie sur la récupération des fichiers. Que ce soit s'ils ont un souci, ou si vous partez. Vous résiliez, vous voulez partir chez un autre partenaire. Si la clause de récupération de données n'est pas présente dans leur contrat, parce que là, par contre, ils sont assez hétérogènes, et bien, ils peuvent tout simplement juste vous supprimer vos données et voilà. Il y a des risques de défaillance qui sont quand même présents. On l'a déjà vu chez Microsoft, où le OneDrive a été hors ligne pendant plusieurs heures quand même. Il y a des risques légaux, surtout liés, les risques légaux liés au RGPD en premier lieu, parce qu'on perd la maîtrise de la donnée. Par exemple, je me focalise sur Microsoft, mais c'est surtout parce que c'est un périmètre que j'ai étudié. Microsoft, par exemple, en utilisant OneDrive, on accepte une clause qui autorise le transfert de fichiers hors Union européenne. Alors, il faut savoir que le RGPD n'interdit pas le transfert hors Union européenne, mais définit un cadre qui est extrêmement strict. Donc là, ça pose différentes questions suivant les entreprises. Et ça pose également des questions de propriété, dans le sens où, alors déjà, la plupart de ces solutions vous demanderont, dans le contrat de base, vous diront, tout ce que vous déposez chez nous, vous en cédez les droits d'usage. Et c'est pas anodin, parce que malheureusement aussi, on a déjà vu des clients qui travaillaient sur un produit, donc là on n'est pas vraiment... qui travaillait sur un produit, qui travaillait sur... je ne vais pas rentrer dans le détail. Et globalement, ils s'échangeaient avec Gmail, par exemple, des informations pour préparer la production de ce produit en question. Et ils allaient déposer le brevet auprès de l'INPI, et quasiment une semaine avant, leurs documents identiques ont été déposés aux États-Unis. Alors là, soit
là, l'explication a été trouvée parce que du coup, le client en question a mené des procédures pour avoir l'information et en fait, il a pu établir après enquête que la donnée avait été transférée du coup aux États-Unis, est tombée sous le Patriot Act. Donc aux États-Unis, c'est une loi qui a 2 enjeux: protéger les intérêts économiques des États-Unis et leur sécurité. Et dedans, ils ont des fois des accords, enfin, ce qui permet d'avoir des accords entre les GAFAM, enfin les gros, pour avoir accès aux données et pour avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres pays du monde. Et c'est dans ce cadre-là que ce brevet a fini aux États-Unis et déposé par une boîte américaine. Et donc le client a perdu 172 000 € d'investissement, je crois, de mémoire, sur de la R&D. Juste parce que du coup, le brevet étant été déposé avant, c'est la date de dépôt de brevet qui compte. Voilà. Alors là, ça arrive rarement. Je ne vous dis pas que c'est tout le temps comme ça. Mais c'est un cas qui est arrivé, mais qui était ciblé. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à croire que Google, Facebook, Amazon, etc. s'amusent à scruter en permanence tout ce qui se passe chez eux. Ils le font de manière automatisée, mais de là à sortir un élément qui peut intéresser un acteur économique américain, c'est beaucoup plus marginal. Mais c'est pas de la science-fiction là-dessus. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous fournir les décisions, en tout cas publiques, qu'il y a eu, parce que ça a pris quelques temps. Mais il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues et je sais jamais vous éclairer dessus. Et justement, c'est un peu ce qu'on leur reproche, c'est que si on leur pose des questions sans avoir le poids d'un juge, des fois, on n'a pas de réponse. Déjà, des fois, on n'a même pas de contact humain avec ces acteurs. En tout cas, on n'a pas de commercial, on n'a pas de nom, ou c'est tout le temps des personnes qui changent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait qu'ils sont complètement opaques, on a du mal à savoir ce qu'ils font. Et on ne peut pas négocier avec eux. C'est simple, c'est leurs règles. C'est comme ça, vous êtes dans les règles, ou tant pis. Donc là-dessus, si je m'arrête juste 30 secondes sur la solution cloud, il y a des inconvénients qui ne sont pas des moindres, mais ils ont aussi des grands avantages. Donc en fait, c'est juste un choix. Si on revient à la réflexion que je vous ai présentée juste avant, est-ce que j'accepte en gros ces inconvénients au profit des avantages et de ce que ça m'apporte par rapport à mon entreprise? Généralement, le cloud, justement, offre vraiment beaucoup de choses et c'est pour ça que pas mal d'entreprises utilisent des solutions cloud. Parce que malgré les inconvénients, il y a quand même un niveau de service qui est présent et ils répondent quand même pas mal à pas mal de besoins. Mais il faut avoir conscience des inconvénients, sinon on peut être surpris. Alors, on a également les NAS. Donc les NAS, c'est des petits serveurs de stockage, enfin c'est des petits serveurs de stockage, ça dépend. C'est des serveurs de stockage pour stocker des fichiers. Et c'est généralement ce qu'on va retrouver le plus souvent dans les entreprises, qui sont généralement stockés dans les locaux. Mais il faut savoir qu'on peut également les mettre en data center. Je parlerai un peu de qu'est-ce que ça fait, enfin de ce que ça implique. L'avantage du NAS, c'est une localisation simple de la donnée, qu'elle soit chez nous ou en data center. Chez nous, on sait précisément où il est, dans quelle pièce, branché où, pas de problème. En data center, si on l'a mis nous-mêmes en data center, on sait précisément où il est, aussi à nouveau. Donc ça a le même avantage. Par contre, en termes de fonctionnalité, ça dépend vraiment du serveur, en fait. Parce que vous allez retrouver différentes marques, Synology, HPE, enfin HP Entreprise, plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, et chacun a ses éléments différenciants et ses fonctionnalités. Donc là, pour différentes raisons, je ne les détaille pas tous, parce qu'il y a tout un écosystème sur le marché, mais il faut savoir que d'une solution NAS à l'autre, vous n'allez pas retrouver les mêmes garanties, capacités. En termes d'inconvénients, c'est soumis aux risques environnementaux. Alors la petite nuance, justement, elle est là, c'est qu'un NAS, si vous le mettez en data center, donc dans un centre de données, comme je l'ai dit à peine plus tôt, vous allez vous prémunir des risques électriques, il sera tout le temps alimenté, c'est le but des data centers. Il aura des conditions climatiques qui lui sont favorables, et vous allez très certainement retrouver des garanties en termes de connectivité vers l'extérieur, ce qui vous permettra d'y avoir tout le temps accès. Par contre, le coût pour un NAS en data center est relativement quand même élevé. Et la sécurité de la donnée reste variable dans le sens où les NAS, ce sont juste un endroit où on peut déposer des fichiers. La sécurité va énormément, comme je le disais, reposer sur les fonctionnalités du NAS et la gestion des fichiers. Si je continue, on a également les supports amovibles. Donc dans les supports amovibles, on va retrouver les clés USB, les disques durs externes. C'est des solutions qui sont très, souvent pointées du doigt,
pour des bonnes raisons, mais souvent on ne remet pas derrière ce que ça implique, c'est qu'une clé USB, un disque dur externe, malgré tout, c'est simple. C'est hyper simple, c'est hyper intuitif, et c'est généralement peu cher. Et mieux vaut, entre guillemets, à mon sens, si je reprends un peu ce qu'on peut lire, avoir une clé USB sur laquelle on sauvegarde nos données, qui est dans un endroit sécurisé, que rien du tout. Hein. C'est déjà une première brique, et parce que j'entends, je lis et je vois beaucoup de choses qui pointent les risques sur les clés USB. Si les risques qu'on peut imaginer sont maîtrisés, ça peut être une solution assez intéressante. Par contre, elles doivent vraiment être protégées spécifiquement, parce qu'on le voit bien, une clé USB, un disque dur externe, ça peut se perdre, on peut le faire tomber dans la rue, donc ça nécessite de faire attention où on met ces objets. Et c'est pas autonome, donc c'est-à-dire que généralement, faut la brancher sur l'ordi, ça fonctionne pas tout seul. Et impossible de collaborer. Un disque dur externe, il est branché soit à l'ordi A, soit à l'ordi B, mais pas aux deux en même temps. Enfin, il y a un peu les solutions cloud que je dirais alternatives, parce qu'au vu des dynamiques qu'il y a avec les grosses entreprises, il y a pas mal de monde, surtout dans la communauté du logiciel libre, qu'on réfléchit à moi ça ne m'intéresse pas, je veux pouvoir maîtriser mes données. Je veux avoir tous les avantages du cloud, mais en ayant la maîtrise de la donnée, en ayant peu d'inconvénients. Dans ces solutions, on va retrouver différents noms que je ne vais pas détailler. À chaque fois, c'est des solutions qui proposent des bons niveaux de... Excusez-moi. Pardon. Qui ont peu de chances de perte, qui ont beaucoup de fonctionnalités. Généralement, ils ont quasiment autant de fonctionnalités que ce qu'on peut retrouver dans les solutions des grosses entreprises. Ils ont les mêmes avantages, c'est-à-dire que les données sont accessibles partout, on a une grande mobilité. On peut les vraiment, si je prends l'exemple de ce qu'on connaît chez Trinaps, nous en interne on utilise Nextcloud. Sur mon téléphone professionnel, sur ma tablette, sur mon ordi, ça fonctionne sans aucun souci. Et j'ai quasiment le même niveau de fonctionnalité que je pourrais attendre d'un OneDrive, par exemple. Et là, l'avantage, c'est une solution on a la maîtrise. C'est-à-dire que c'est une solution où la plupart des prestataires qui proposent ça, ils savent où sont la donnée, et vous pouvez discuter avec, et vous pouvez discuter garantie avec, et qu'est-ce qu'ils font réellement. Bien souvent, ils proposent des sauvegardes, c'est pareil, ce qui permet de s'assurer que même si la solution cloud en elle-même est défaillante, mes données sont toujours quelque part à part de cette solution. Et généralement, les solutions alternatives sont souvent portées par des entreprises de toute taille. Hein, si je reprends l'exemple de Nextcloud, en France, il y a un grand hébergeur qui s'appelle Ionos, qui, bien qu'il ait 10 000 salariés, fournit cette solution et offre quand même des possibilités de négociation, de discussion. Donc c'est un avantage, et on retrouve tout type d'acteurs, toute taille d'acteurs sur ce marché, donc qui peuvent correspondre à votre taille et qui peuvent du coup vous permettre de négocier, d'avoir un vrai impact sur votre fournisseur. Par contre, en inconvénient, c'est qu'il vous faut un prestataire qui ait des compétences techniques, parce que c'est le revers de la médaille, c'est qu'ils sont alternatifs, mais au prix de des fois certaines complexités techniques de mise en œuvre. Donc généralement, il faut en être conscient, que si on prend le sujet à bras le corps sans être accompagné, le projet va souvent se mener par un échec, sauf si on a les compétences. Donc là, c'est généralement pour ça que la plupart des prestataires qui fournissent ça accompagnent leurs clients, le font pour eux, parce que une fois que la solution est en place, elle fonctionne nickel, mais pour la mise en œuvre et la gestion de tous les jours, il peut y avoir besoin de compétences techniques. Et l'inconvénient, c'est aussi que les menaces environnementales dépendent du fournisseur. Le fournisseur qui va vous mettre à disposition ces outils, qui en gros, il le met qu'à un seul endroit dans ses bureaux, ces bureaux ils brûlent, il y avait vos données dedans, quoi. Donc ça dépend vraiment du fournisseur. Et on sent bien que la qualité, mais ça c'est comme avec tout fournisseur, on a tous des fournisseurs où on se dit bon, on travaille avec eux, mais c'est bof. Et d'autres, on se dit non, mais avec eux, ça va tout seul, ça roule. Voilà. Donc, vraiment, là-dessus, on est un peu plus aléatoire parce que ça dépend. Bien que la solution permette de faire pas mal de choses, ce qu'en fait le partenaire avec lequel vous travaillez peut, être assez incertain. Voilà, ça dépend vraiment des partenaires. J'arrive au bout de la présentation. C'était un petit panorama sur tout ce qui est stockage. Est-ce que vous avez des questions plus spécifiques, des remarques ?
S'il n'y a pas de questions, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez la moindre chose. Alors, par rapport à la RGPD, la solution OneDrive est en cohérence avec les attentes de la RGPD. Alors, pour répondre par rapport à OneDrive, je ne saurais pas vous faire une réponse spécifique sur OneDrive. Ça dépend. Microsoft sont conscients de leur faiblesse par rapport au RGPD et on propose depuis, je ne vais pas m'avancer sur une date, ça fait quelques temps qu'ils demandent où est-ce que les données doivent être localisées, si elles doivent être localisées en Europe ou ailleurs. Parce que l'enjeu, en fait, par rapport au RGPD, c'est pas tant la solution, c'est plutôt où sont vos données. Je m'explique. C'est que le législateur européen, sur le RGPD, s'est dit, si les données sont en Europe, il doit appliquer la loi, il doit appliquer les directives européennes. Donc, on est sur le même socle, entre guillemets, de gestion. Si on est hors Union européenne ou hors pays qui a un traité avec l'Union européenne sur les données, on n'a aucune garantie qu'il protège convenablement les données ou qui, en tout cas, propose des mécanismes pour appliquer les droits des consommateurs européens. Et OneDrive, enfin, Microsoft 365, propose depuis quelque temps de localiser ces données en Europe. Parce que, justement, Microsoft a perdu pas mal de parts de marché à cause des questions du RGPD. Donc, vous répondre comme ça, je ne peux pas, parce que ça dépend vraiment de votre usage de OneDrive et comment il est. Mais il y a moyen d'être conforme au RGPD, en tout cas que OneDrive ne soit pas un élément problématique du RGPD. C'est plus après la manière dont on exploite OneDrive qui va répondre à la question. Du coup, merci pour votre intervention, elle était très intéressante. Merci aux participants. Et on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction s'il y a des choses à améliorer à cet événement. Par ailleurs, il y a d'autres webinaires qui sont demain et aussi lundi. Donc voilà, je vous souhaite tous une bonne fin de journée et à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup.